Je vous rappelle, les amis, je vais vous présenter le profil de Mélissa, mais avant tout, je vous rappelle le format, c'est plus ou moins 1 heure. À un moment donné, je vais piocher des questions et le thème, c'est vraiment autour de l'invisible, de la conscience, puisque le sujet s'appelle Au cœur de la vie, le pouvoir de l'invisible. Et les personnes que j'invite, ce sont des personnes qui ont eu plusieurs éveils au fur et à mesure de leur vie, qui ont connu souvent des épreuves et qui en sont ressortis grandis et qui ont beaucoup de choses aussi à partager avec nous. Et vers la fin, normalement, Mélissa aussi pourra partager une pratique avec nous. Tu as peut-être pensé à quelque chose que tu veux partager avec nous. Ouais. Oui, avec joie, oui. Super. Puisque l'idée, c'est bien sûr de partager le parcours et aussi de faire l'expérience de cette dimension subtile dont on va parler pendant les prochaines minutes. Donc voilà pour le format. Pour Mélissa, et tu me dis si c'est correct, Mélissa, j'ai pris quelques notes. Donc, Mélissa, alors toi, tu as commencé sur les chapeaux de roue, hein, c'est-à-dire que tu es une réfugiée, une rescapée de guerre de la Bosnie-Herzégovine. Tu sais, moi, j'ai travaillé à un moment donné pour l'ONU, mais c'était au Kosovo. C'est une région qui est effectivement très affectée, qui a été très affectée et qui maintenant va un peu mieux. Mais maintenant, avec l'actualité de l'Ukraine, c'est pas très loin, Mm. les choses reprennent un peu malheureusement. Mais donc toi, tu as été une rescapée de la Bosnie, donc tu as connu des conditions difficiles, hein, et c'est la Croix-Rouge qui t'a ramené en Suisse avec ta mère, ta grand-mère et ton frère, c'est correct? Oui, c'est correct, oui. Génial. Et comme je disais, moi, je m'imaginais que c'était l'avion parce que voilà, mais en fait, c'était en bus, bien sûr, à l'époque. C'était en quelle année? Ben, c'était en 1992, donc il y a 30 ans. Et c'était Oui. le jour de mon anniversaire, donc le 22 juillet. Waouh. Et j'avais 14 ans. Est-ce que c'était terrifiant pour la petite fille que tu étais quand même ou l'adolescente que tu étais? Alors oui, c'était terrifiant, bien évidemment, ce réveil matinal avec les bombardements, comme on voit actuellement ce qui se passe en Ukraine, et puis la descente dans les abris pour se réfugier de ces bombardements. Donc bien évidemment, c'était quelque chose de terrifiant. Mon père qui était mobilisé assez rapidement, mon frère il avait 15 ans, moi j'avais 13 ans, donc on était encore jeunes, mais on se rappelle très très bien de comment ça a commencé et surtout on est resté plus de 6 mois dans la guerre, dans des conditions vraiment difficiles. Et on a eu beaucoup de chance de trouver en fait le refuge en Suisse suite à, suite à des choses qui arrivent comme ça. On ne sait pas, on sait pas comment, pourquoi nous. Mais voilà, il y avait un bus qui partait et ma mère a pris ce bus sans savoir où il allait. Et on est rentré dedans et on est parti. Et puis, peut-être 1 heure plus tard, j'ai demandé à ma mère où est-ce qu'on allait. Il m'a dit, je n'ai aucune idée. Et L'idée, c'était vraiment d'échapper à ces conflits déjà, hein, de sortir de là. Et ton père est resté sur place. Et 10 mois après, tu me disais, vous a rejoint en Suisse, c'est correct? oui, c'est correct. Alors, mon père a été mobilisé tout de suite dès le premier jour par l'armée bosniaque. Et ensuite, donc, on n'a pas eu de nouvelles de lui pendant des mois et des mois. À l'époque, on n'avait pas de téléphone, on ne pouvait pas vraiment communiquer, on ne savait pas trop qui appeler. Et en fait, c'est la Croix-Rouge qui avait ce système en place de courrier. Donc, on pouvait s'écrire des lettres, mais on ne savait pas trop où se trouvait notre père. Et on envoyait des lettres à la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge qui distribuait un petit peu à gauche, à droite. Euh, donc, un jour, on a juste reçu une lettre comme quoi ils avaient retrouvé mon père et il était blessé, malheureusement, et heureusement d'ailleurs, parce qu'avec cette blessure, il a pu nous rejoindre en Suisse et se faire soigner. J'aime bien quand tu dis malheureusement et heureusement, parce qu'il y a toujours un peu les deux côtés de la pièce. Oui. Et finalement, ce qui peut être effectivement malheureux peut à la fin devenir une opportunité, effectivement. Oui. Et j'imagine que cette période, peut-être avec le recul aussi, t'a énormément fait relativiser les choses après qui dysfonctionnent. On verra ça quand on en parlera, mais c'est sûr que quand on commence comme ça dans des conditions si fortes, je pense que on se laisse pas avoir par
toute petite chose, enfin, tu nous diras. Et puis, tu es arrivé ici, tu t'es bien intégré, tu as étudié à l'École supérieure de commerce et tu as commencé à travailler au niveau international. Ça m'a pas étonné de savoir que tu travaillais au niveau international, parce que déjà, tu venais d'une région qui était hors de la Suisse, donc tu te parles plusieurs langues et tout ça. Et puis, la Suisse propose beaucoup d'opportunités professionnelles et je pense que la jeune femme que tu as été a vraiment profité de cette opportunité professionnelle, hein, dynamique. Oui, oui. Alors, en fait, tout s'est enchaîné. J'ai terminé l'école de commerce donc en 1995. Tout de suite après, donc j'avais 18 ans, mes parents ils sont retournés en Bosnie. Je me suis retrouvée seule avec mon frère en Suisse, qui lui, il étudiait aussi. Donc, à un moment donné, on ne voulait pas retourner tout de suite en Bosnie parce qu'on ne savait pas trop ce qui nous attendait là-bas. Et l'idée, c'était de finir nos études ici en Suisse et de éventuellement retourner en Bosnie. On allait voir par la suite. Au fur et à mesure, ben voilà, j'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler. Mes parents qui nous disaient, ben, c'est difficile ici, on n'a pas de travail, la vie elle est dure, hein, donc rester encore un petit moment en Suisse. Et le petit moment a continué comme ça et je vivais le moment présent déjà à ce moment-là. Et en 2015, on a un point commun toutes les deux, c'est que toi, tu as aussi fait un burn-out. Moi, j'en ai fait un en 2005 après ma mission au Kosovo, à force d'accumulation de missions. Et même si je me sentais très bien dans ma peau, j'adorais mon travail, j'avais une vie sociale et tout ça, je me sentais bien. Le corps, lui, il a dit non. Et toi, en 2015, le corps a dit non. Oui, alors heureusement que j'ai un corps et je le remercie profondément. Parce que les années entre la enfin, depuis 1992 jusqu'à 2015, j'ai dédié ma vie à mon travail. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dans les sociétés internationales. Je suis partie travailler à Zurich. J'ai travaillé à la bourse d'électricité. Donc, j'ai fait aussi une formation de trader. Où j'ai pu expérimenter ce job assez incroyable de trading d'électricité à la bourse européenne. Énormément de stress, énormément de challenge, une vie à Zurich pleine de vie. Hein, J'avais beaucoup d'amis, je sortais beaucoup, je m'amusais énormément. Ma vie tournait autour de l'instant présent uniquement et j'étais une fille extrêmement dynamique, extrêmement vivante, extrêmement pleine de tout. En fait, je vivais comme si c'était mon dernier jour sur cette terre. Euh, Jusqu'au jour où je suis retournée, en fait, à l'âge de 30 ans, je retourne en Suisse romande. Je travaille encore 6-7 ans dans différentes sociétés en Suisse, dans pharma, dans food and beverage, enfin, une grande société à Vevey. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que un jour, je me réveille et j'ouvre les yeux et j'arrive plus à bouger mon corps. Donc, je respire, je vois, j'entends, j'arrive pas à bouger ma tête, j'arrive pas à bouger mes bras, mes jambes, et, euh, et je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça doit être terrifiant. Oui, c'est assez surprenant en fait. C'est très surprenant parce que on n'y pense pas hein, le matin quand on se réveille. Voilà, on est tout content d'avoir notre corps et puis de se détendre, de bouger et tout. Et puis là, bah, il y a rien qui bougeait. Donc c'était assez impressionnant. J'ai commencé à paniquer, à appeler mon conjoint de l'époque qui était aussi, bah, qui savait pas ce qui m'arrivait et je suis restée comme ça pendant 3 jours. Donc, durant 3 jours, il m'a aidé à me lever, à aller dans la salle de bain. J'ai été vraiment très, très reconnaissante d'avoir eu quelqu'un à côté de moi pour me soutenir dans ces moments assez difficiles. Et mon cerveau s'est mis sur off. Alors, c'était assez impressionnant euh,
parce que j'avais tout le temps des choses dans la tête, ça n'arrêtait pas. Et à ce moment-là, il y avait un blanc comme ça. Je comprenais plus rien en fait. On me parlait, j'écoutais, je comprenais, mais je parlais pas beaucoup. Et au bout d'une semaine, je pouvais sortir et aller faire mes courses. Et c'est là où je me suis perdue. Donc, c'était un jour dans un magasin alimentaire. Je me suis dit, allez, je vais faire mes courses maintenant. Ça va aller. Et je me suis perdue dans ce magasin. Donc, ça aussi, c'était quelque chose d'assez pénible à vivre. Une expérience qu'on ne connaît pas, en fait. La fille qui était à fond, pleine de vie, et probablement à fond les ballons. Et c'est vrai qu'il y a cet élan de vie et tout ça. Et puis, le corps ne suit pas automatiquement, il accumule certaines choses. Comme moi, je pense que l'énergie du Rwanda, de Timor, du Kosovo, où il y a des guerres aussi, tu vois. Ouais. J'étais pas consciente de ça à l'époque, mais je pense que ça avait un impact subtil. On parle du subtil, hein. Mm. C'est des énergies qui restent comme ça. Euh, et que ça impacte, comme tout est information, hein, quand on parle de Mhm. subtil, on parle aussi du quantique, et que tout est information. Sur le papier, oui, c'est des lieux où il y a eu des guerres, il y a eu des meurtres, il y a eu des choses horribles, et c'est resté comme information. Et nos corps arrivent, et mine de rien, ils captent ça. Et Mhm. en tout cas, pour moi, je pense que c'est ça qui a fait que le corps, à un moment donné, a dit non. Comme tu dis très bien, merci à mon corps, parce que heureusement, le corps, c'est une de nos dimensions. Et, euh, et il nous permet il est toujours dans le vrai, je dirais, donc il nous permet de nous envoyer un message important. Alors oui, oui, c'est juste que quand on est connecté à son corps, on comprend, ça devient une habitude hein, de s'observer, de savoir dans quel état on se trouve, comment on peut s'aider. Euh, ça, c'est absolument magique. C'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, hein, bien plus tard. Mais dans ces moments difficiles où on est dans la détresse physique et mentale, euh, on n'est pas connecté à soi, on n'est pas connecté à notre corps, on ne sait pas ce qui nous arrive, on est juste là à se dire au secours, quelqu'un peut m'aider parce que là, j'arrive plus toute seule. Et surtout quand on ne sait pas demander de l'aide, ben, on a du mal à recevoir de l'aide de l'extérieur aussi. Ça, c'était vraiment mon cas. Demander de l'aide et recevoir de l'aide était très, très, très compliqué pour moi. Euh, voilà, il y a quelque chose, je sentais qu'il a fallu, il a fallu, j'ai envie de dire, mourir pour renaître, remettre sur off pour pouvoir se reconnecter vraiment à qui je suis au fond. Et je pense que comme toi, moi, le corps, on l'a pris au départ comme une machine physique et ce parcours qu'on a fait, c'était d'apprendre justement à prendre soin de lui et de voir que c'était pas juste quelque chose qui nous véhiculait d'un point A ou d'un point B, hein. Mais c'est vrai parce qu'on n'a pas cette sensibilisation et c'est pour ça que j'ai à cœur avec mes ateliers, avec ces entretiens, de faire un peu du plaidoyer envers cet invisible, tu vois, qui en fait est partout, mais on n'est pas très familiarisé avec ça. Il nous accompagne à tout moment, mais voilà. Et du coup, on nous a pas appris, que ce soit dans la famille ou la société, le côté subtil de ce corps. Donc, on est censé manger, on est censé marcher, on est censé, jusqu'au Mhm. moment où ça casse et on le prend vraiment comme une voiture qui casse. Et souvent, il y a une sorte de tourisme médical qui commence, hein, où on va aller d'abord essayer de fixer le truc. Hein. Moi, Oui. entre 2005 et 2011, j'ai fait 6 ans de explorer toutes les choses Mhm. possibles et inimaginables. D'abord le physique, ensuite un peu plus subtil avec l'homéopathie puis la médecine chinoise. Ensuite, je me suis dit, c'est peut-être vers l'émotionnel qu'il va aller, ensuite vers le spirituel. Et c'est ce chemin-là, je pense, que moi j'avais besoin de faire. Et pareil, il y a une partie de nous, tu l'appelles l'âme, tu sais pas ce que tu veux, qui sait vers quoi elle veut aller et puis qui nous confronte à des situations pour nous faire revenir à nous. Et le corps est un magnifique moyen de expérimenter d'autres dimensions que juste une tête, travailler et partir en vacances, loisirs, tu vois, mais se connecter à une dimension de la vie
au-delà de cette surface, hein, qu'une grande majorité vivent comme ça, et puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose en certains de nous qui veut plus que ça, qui veulent une expérience plus subtile que ça, parce que c'est pas juste gagner sa vie, aller à la neige, ou tu vois. Non, on sait, il y a une part de nous qui sait. Et le corps, du coup, et la casse comme ça nous permet de, notamment en ralentissant, parce que ce que j'entends chez toi, parce que moi j'étais très très ralentie aussi, j'étais beaucoup dans ma tête, comme toi je faisais des stratégies, hein. Et puis là, d'un coup, tu es obligé d'être de toi à toi, quoi. Tu vois, de passer du temps avec toi, de prendre soin de toi, de te poser des questions. Oui, d'essayer de trouver, je dirais, un pont ou quelque chose à quoi lier ce corps finalement, parce que j'avais l'impression que j'étais complètement détachée de mon corps et c'était pas qu'une impression en fait. Le corps, il y avait le corps et il y avait Mélissa, enfin cette âme de cette fille qui était là quelque part et le corps qui voulait pas bouger, qui a décidé de faire grave quoi. Alors là, on n'est qu'au début, parce que les gens qui ne te connaissent pas, savent pas encore la suite, mais on n'est que vraiment à mi-chemin, parce que euh, c'est le départ du chemin de se remettre en question, de commencer à naviguer. Et puis, donc, je pense qu'à un moment donné, tu te remets un petit peu, assez en tout cas, pour te dire, bon, ben, je vais arrêter de bosser, je vais aller au Cambodge. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi le Cambodge. Et puis là, une autre caractéristique physique, je dirais, arrive. De quoi il s'agit? Alors, il s'agit en fait, d'un arrêt de respiratoire hein, par la suite. Donc, je vais peut-être commencer par le début. Euh, Ce qui se passe à ce moment-là, où je suis en train de me poser des questions sur moi et qui je suis et pourquoi j'arrive plus à aller en avant et dans mes projets, dans mon travail, euh, j'ai décidé, donc j'ai pris aussi, hein, comme toi, du temps pour tester différentes techniques, l'acupuncture, sophrologie, plein de choses différentes. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, maintenant j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin de partir, de sortir de mon quotidien et d'aller faire de l'humanitaire. Je me disais, bah voilà, maintenant, je me sens forte, j'ai retrouvé toutes mes sensations de mon corps, ma tête va mieux. Alors je vais prendre 3 mois, puis je vais partir faire du bénévolat dans un pays que je connaissais pas du tout. Et ça, c'était assez marrant parce que Cambodge, je ne connaissais pas du tout. J'avais beaucoup voyagé en Asie, en Inde, en Chine, en Thaïlande, mais le Cambodge, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'était un ami qui partait au Cambodge, une autre amie qui rentrait du Cambodge. J'allumais la télé, il y avait le Cambodge. Je me disais, mais attends, là, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Je pars au Cambodge pour faire du bénévolat dans une association qui était gérée par une Suissesse à l'époque. Euh, et je pars en fin 2016 m'installer là-bas pour 3 mois, pour donner des cours d'anglais, pour faire du bénévolat simplement dans une petite école dans le sud du Cambodge. La première chose qui m'a choquée quand je suis sortie en fait, de l'aéroport de Phnom Penh, je suis sortie pour prendre mon taxi et je vois énormément de déchets partout. En fait, il y a des déchets partout. Bon, des déchets plastiques. Et là, je me dis, ouh là là, alors, je pense qu'ils ont pas mal de choses à faire ici avec tous ces plastiques. Mais enfin, c'était la déchetterie partout, quoi. Donc, tout le pays était euh, meurtri, j'ai envie de dire, meurtri par ces déchets plastiques qui traînaient partout. Et au moment où je suis arrivée dans ce village, j'étais en contact avec des femmes cambodgiennes qui étaient les mamans de ces enfants à qui je donnais des cours d'anglais. Et je parlais beaucoup avec elles, j'essayais de me faire comprendre un petit peu en anglais, un petit peu en français. Et à un moment donné, je leur ai demandé, mais et vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous finalement dans votre vie? Est-ce que vous souhaitez travailler ou plutôt vous occuper de vos enfants?
Elles m'ont dit, ben non, nous, on est comme toutes les femmes, hein, aussi en Europe, on a envie de s'occuper de nos enfants, mais en même temps de travailler aussi, et on n'a pas de travail. Donc, ben voilà, si tu reviens au Cambodge, crée des jobs pour nous, parce que nous, on a envie de travailler avec toi. Et je me suis dit, waouh, mais moi, je sais rien faire. En fait, je sais faire un code enfin, de job commercial, hein. J'ai un ordinateur, un téléphone. Je ne suis pas du tout manuelle, donc qu'est-ce que je peux vous offrir? Et en fait, en rentrant dans l'avion, bah, j'ai eu cette idée de faire quelque chose avec ces sacs plastiques. L'idée, c'était de les recycler. Et par la suite, j'ai pu voir qu'il y a eu d'autres sociétés déjà en place, d'autres associations au Cambodge, en Asie, en Afrique, qui collectaient des sacs plastiques et qui créaient des ateliers de formation pour les femmes où elles pouvaient faire du crochet avec des sacs plastiques, elles pouvaient faire la couture avec ces sacs plastiques et ensuite les vendre sur les marchés pour s'autofinancer, devenir indépendante financièrement. Donc ce projet, il m'a porté, il m'a séduite en arrivant en Suisse début 2017, ben en fait, je devais commencer dans une société internationale. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un projet, il faut que je parte le faire, si c'est possible de revenir dans 6 mois pour commencer ce nouveau job dans cette société internationale. Ils étaient d'accord, donc je suis partie et je ne suis plus jamais revenue. Donc l'association, donc j'ai fondé cette association en 2017, s'appelle IWA International Women Association KEP au Cambodge. Donc nous formons les femmes dans le recyclage des sacs plastiques et nous collectons les sacs dans les rizières, dans les villages, dans les hôtels et restaurants. On a plusieurs points de collecte et il y a une communauté d'une 60aine de personnes dans le village de Kep qui bénéficient en fait, de nos actions sur place et une vingtaine de femmes qui ont déjà été formées au recyclage des sacs plastiques. Et ça, c'était un projet que voilà, je suis partie vivre là-bas, je me suis installée dans les rizières dans ce village, je vivais avec les Cambodgiens, j'ai commencé à apprendre le khmer. C'est juste que ce qui se passait, c'est avant mon départ au Cambodge, je suis allée faire un check-up chez le médecin parce que voilà, au Cambodge, les hôpitaux, c'est pas comme en Suisse. Voilà, je voulais vraiment être sûre que j'étais en bonne santé. Et c'est à ce moment-là que ma doctoresse m'annonce une mauvaise nouvelle, que je suis diagnostiquée une maladie très rare des poumons qui touche les poumons. Je crois pas. Je lui ai dit, écoutez, vous avez vu vous tromper, c'est pas possible. Puis il m'a dit, mais bien sûr, on a envoyé toutes les informations aussi au centre de compétences qui est à Paris. Vous êtes il y a une dizaine de personnes en Suisse qui sont touchées par cette maladie. Donc, voilà. Donc, je suis restée un petit peu à me dire, mais OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce que je suis en bonne santé, tout va bien, hein, les poumons sont nickel, tout va très bien pour moi. Donc, elle me dit, bah voilà, vous portez cette maladie en vous, un jour peut-être qu'elle va se manifester ou peut-être pas. Pour le moment, j'allais bien, donc je suis partie au Cambodge en me disant, bon, c'est bon, ça ne va pas se manifester. Il n'y a aucun problème. Pour moi, tout va bien. Sauf que j'avais une toux. Cette toux, elle me poursuivait. Elle était là tout le temps. J'apprenais à vivre avec, mais c'était assez compliqué. Donc, je décide de partir faire la méditation dans un centre de méditation au Cambodge. Pardon. Oui, reprends un peu d'eau si jamais. Je pas bien. Oui, je crois que tu es parti faire. C'était là déjà Vipassana ou pas encore? Alors oui, tout à fait. Donc, j'avais jamais médité de toute ma vie.
je me suis retrouvée dans un centre de méditation. On était 600 personnes. Et la méditation Vipassana, c'est 10 jours de méditation, 10 heures par jour. Donc, c'est pas seulement le silence de la parole, c'est aussi le silence de corps. Ne pas regarder les gens en face, ne pas s'adresser à qui que ce soit, vraiment être dans sa bulle et expérimenter la vérité, la réalité telle qu'elle est. En fait, Vipassana veut dire la vérité telle qu'elle est, expérimenter ce qui se passe au fond de nous, sans avoir de distraction extérieure et surtout observer ces sensations. Donc les sensations du corps, les sensations de l'esprit, toutes les sensations qui peuvent arriver quand on met son attention sur soi. Et, euh, et moi, bah, j'avais du mal à rester assise pendant 15 minutes. J'avais mal partout, mon corps il hurlait de mal. C'était très, très, très pénible. Et les premiers 3 jours, c'était les plus difficiles. Je voulais partir, je voulais pas rester, c'était compliqué. Je sortais de ces cours, enfin c'était pas des cours, c'était surtout la méditation. Hein. On faisait que de méditer, puis on avait des cours le soir. Je sortais de ces moments de méditatifs en allant en pleurant, j'avais des réactions de corps, donc je vomissais. C'était un nettoyage intérieur et extérieur parce que on pouvait manger 2, 3 fois par jour, mais c'était conseillé de manger 1 fois par jour et de boire des tisanes. Et puis moi, ben, je suis une gourmande. J'aimais bien manger plusieurs fois par jour et tout. Et là, ben, je me suis mis dans un, dans un, dans un, dans un état, où l'intention, c'était de me purger, vraiment, de me connecter à moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait sortir de moi. Je sentais que il y avait d'autres choses qui voulaient entrer en moi, mais qui n'avaient pas de sa place en fait. Il n'y avait pas de place pour cette chose divine qui voulait absolument m'accueillir. Et il a fallu passer du temps à se délaisser des choses. Est-ce que je peux te demander, Mélissa, qu'est-ce qui t'a motivé d'aller à la méditation Vipassana au Cambodge? C'était quoi la transition? Ce qui t'a amené, ce qui t'a donné envie? Alors, c'était, c'était surtout grâce à ma toux. La toux je toussais énormément. J'allais voir les médecins, tout le monde me disait que tout allait bien. Et à un moment donné, je toussais tellement que le soir au restaurant, j'étais au restaurant avec des amis, je pouvais pas finir mon repas tellement je toussais. Et puis à ce moment-là, il y a un monsieur qui s'est approché de moi et il m'a parlé et il m'a dit que il serait vraiment très, très, très bénéfique pour moi d'aller suivre ces cours de Vipassana, de faire cette retraite, car ça allait m'aider à ne plus avoir de tout. Et j'y croyais pas trop, bien évidemment. Je l'ai remercié. J'ai pris note de cette méditation. Je suis allée me renseigner sur le web. Et c'est l'histoire en fait de S.N. Goenka, qui est celui qui a amené la Vipassana en Inde, de Birmanie en Inde. En fait, c'était un businessman indien. Il voyageait beaucoup et il a eu une maladie également des poumons. Il toussait beaucoup et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire la Vipassana et sa toux s'est arrêtée. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, tiens. Je sais pas, il y avait de nouveau quelque chose c'était un appel, c'était comme le Cambodge, c'était un appel. Je voyais plusieurs fois des gens qui rentraient de Vipassana, qui parlaient de Vipassana. Euh, euh, bon, je me suis dit, bah, pourquoi pas, allez, motive-toi, prends tes affaires et va à cette. Donc, j'ai aménagé mon temps avec l'association, j'ai pris 15 jours de pause et je suis partie faire cette méditation.
Ce que je trouve intéressant, c'est que quand quand tu as un arrêt comme ça, comme on a eu avec le burn-out, il y a un espace qui se crée et il y a quelque chose enfin qu'on peut entendre, parce que tu as utilisé le mot élan, tu vois. Il y a quelque Oui. chose qui finalement peut commencer à nous guider. Parce que la petite voix, elle est toujours là, mais on est tellement occupé à autre chose qu'on l'entend pas. Et cet espace intérieur, pour moi, quand on parle du subtil, il est important parce que comme c'est subtil et léger, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas être connecté au subtil si on est tout le temps à courir à droite à gauche. Et on voit maintenant qu'à partir du burn-out, il y a quelque chose qui se met en route, qui était toujours là, mais que tu entends, et qui guide tes choix. Et puis, tiens, Cambodge une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est comme si tu étais plus sensible aussi à ces signes. Et puis ensuite, une personne que tu rencontres et qui te parle de ça. Donc, Oui, c'est une initiation qui est intéressante, je trouve. c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et de se dire, OK, il y a des choses qui arrivent dans ma vie, une fois, deux fois, trois fois. Bon, bah, je crois que la vie, elle a quelque chose à me dire. Et simplement enfin, ce qu'à l'époque, je réfléchissais pas comme ça, je mentalisais pas. En fait, je me laissais porter par ce qui m'arrivait et ce qui se passait dans ma vie. Et tout était juste, finalement. Pour moi, dans ma tête, tout était parfaitement juste. J'étais au bon moment, au bon endroit. Euh, voilà, c'était comme ça et ça allait très bien. Même des jours où je pouvais pas me lever parce que je toussais et que c'était compliqué, bah, ça allait très bien parce que c'était un jour de congé finalement que je prenais et mon corps qui me disait bah, reste au lit aujourd'hui, c'est bien pour toi. Donc, je m'écoutais, j'organisais bien sûr mes journées depuis mon lit, ce qui était tout à fait possible, hein. On le voit maintenant avec le télétravail. Tout est possible finalement dès qu'on est dans cette, dans ce petit nuage de soi, hein. C'est vraiment cette écoute de soi et ce retour à soi. Qu'est-ce que, selon toi, fait que tu es arrivé comme ça à accepter les choses et de dire, ben, c'est comme ça, ben, c'est un jour de congé, c'est comme ça, tata, de go with the flow, d'aller avec. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, a fait que tu as pu avoir cette perception des choses? Parce on peut s'énerver aussi en disant, ah, encore, non, tu vois? Tu Oui. penses que ça vient d'où? Euh, Pendant plusieurs années, j'étais cette personne. Ah, mais pourquoi ça m'arrive? Mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui qui va pas chez moi. Je dois être plus ci, je dois être moins ça. Et puis, je mentalisais beaucoup de choses. J'avais vraiment un mental très très dur. C'était un mental qui m'a vraiment sauvée à l'époque, hein. Je l'ai compris par la suite. D'avoir un mental et un ego assez présent et fort m'a aidé à survivre, hein, pendant une période de guerre, pendant la période d'adaptation en Suisse. Quand on vient dans un pays, on parle pas la langue, on n'est pas toujours bien vu non plus. Et puis, il fallait prendre beaucoup de choses sur soi et s'imposer aussi. Donc, ce caractère-là, cette personne que j'étais là, elle m'a énormément servi jusqu'au jour où, une fois de plus, mon corps a parlé. Et cette fois, en fait, il y a vraiment quelque chose avec mon corps qui voulait plus se lever. Donc, le matin, je me suis réveillée, j'étais au Cambodge. Je commençais à avoir une douleur du côté gauche. Je me disais, bon, bah, c'est rien. Je donnais des cours de volley, en fait, aux enfants. Et puis, on jouait beaucoup au volley. Puis, je me disais, ah, je vais peut-être faire un faux mouvement et tout. Mais le problème, c'est que ça me touchait la respiration et j'arrivais plus à respirer. Donc, j'habitais seule dans une maison éloignée de tout. Euh, j'ai tout de suite appelé un ami qui est médecin à Kampot, qui se trouvait à une vingtaine de kilomètres de là où j'habitais. Et ce médecin qui était un médecin tessinois, enfin il est toujours médecin tessinois, suisse, euh, je lui faisais vraiment confiance. Je lui ai demandé, écoute, voilà ce qui se passe, j'ai les symptômes. Et là, il m'a dit, Mélissa, tu as 1 heure et pas plus pour te rendre dans un hôpital euh, parce que tu es en train de faire un pneumothorax sous tension. C'est-à-dire que la plèvre elle se détache de ton poumon et elle est en train d'écraser ton cœur. Donc,
tu dois aller tout de suite dans un hôpital le plus proche. Là, tu as eu un ange là sur ton passage parce que tu as pas cet homme autour de toi. C'est là où on voit comment la vie aussi est incroyable, hein, non? C'est-à-dire, t'as pas cet homme autour de toi qui te dit ça. Peut-être que tu prends jamais la chance de partir à l'hôpital, non? Alors oui, en plus, je lui disais, mais non, mais je peux pas ce matin, j'ai plein de choses à faire. Je dis, écoute, il y a tout un atelier, on a des invités qui viennent visiter notre shop, c'est pas possible et tout. Puis il me dit juste une chose. En fait, il m'écrit et il me dit, Mélissa, je suis en vacances, j'ai pas le temps pour toi. Sache que tu as 1 heure et prends surtout pas un tuk-tuk, tu prends une voiture parce que tu dois pas être secoué. Hmm. Et il m'écrit ça et je l'appelle, il répond pas et je me dis, oh là là, je crois que c'est grave. Donc, j'appelle à un autre ami et je lui dis, voilà ce qui s'est passé, ce qui m'arrive, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, m'aider, trouver un taxi et tout. Euh, alors, comme jamais, vraiment, aucun taxi ne se présente à nous. Donc, lui, il vient, il me voit, donc il voit dans l'état dans lequel je me trouve. Il cherche des taxis, il n'y a pas de taxi. Il va chez la voisine, il n'y a pas de voisine, elle n'était pas là. Il appelle une amie, elle n'est pas là non plus. Enfin, tout était là pour me dire, bah, Mélissa, comment tu vas aller sauver ta vie, finalement. C'était vraiment une urgence. Euh, Finalement, il trouve quelqu'un qui a une voiture et qui nous amène à l'hôpital. Et là, en arrivant à l'hôpital, je m'effondre et j'entends mon ami qui m'a amené à l'hôpital, je l'entends pleurer. Et, euh, et je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je me retrouve, en fait, c'était une expérience incroyable. Je me retrouve comme en l'air. Je regarde autour de moi et je vois une amie qui est sur son scooter en train de rouler. Et je tourne la tête à droite et je vois une autre amie en train de sortir des cookies de son four. En fait, ce sont les 2 amis du village où j'habitais. Et je sens l'odeur des cookies. Je vois que c'est un nouveau four qu'elle a acheté et je suis hyper heureuse de voir parce que bon, à l'époque, on ne pouvait pas vraiment trouver des fours partout, des super fours pour faire des cookies. Puis elle qui adorait faire ça. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Et à un moment donné, je prends de la hauteur et je me retrouve dans un espace fluide, dans un espace où je vois tout au fond, une petite lumière, mais vraiment toute petite, et je vois du côté gauche de mon corps des personnes, enfin des silhouettes alignées. Et elles étaient alignées de sorte que les personnes, c'était ma famille, je savais, mais les personnes qui sont décédées le plus tard, on va dire, enfin, je sais pas comment dire, la personne qui était décédée plus récemment décédée se trouvait tout au bout. Et les autres personnes qui se trouvaient à côté de moi, aussi les personnes que je connaissais pas, mais je savais que c'était ma famille. Et il y avait une voix très claire, très vibrante, très profonde, comme ça, très euh, élégante, qui, euh, qui m'a posé une seule question. Qu'est-ce que tu n'as pas encore réalisé? Qu'est-ce que tu n'as pas encore vécu et que tu aimerais vivre avant de nous rejoindre? Et là, il y avait une clarté dans ma tête. C'était clair. Au moment où je l'ai dit, où je l'ai senti, parce qu'en fait, tout se passe dans la tête. Tous ces échanges ne sont pas du tout verbaux, ne sont pas du tout, on ne se touche pas, on est tout et on est encerclé d'amour et de bienveillance et de gentillesse et de cet espace absolument magnifique. Euh, euh, je ne souhaitais pas du tout repartir. Moi, j'étais super bien là. Je voyais cette lumière s'approcher de plus en plus. J'étais entourée d'amour. Il n'y avait pas
de choix à faire pour moi. Le choix était fait. Le choix était fait. J'allais pas retourner là, dans le corps là, qui était là et qui, voilà. C'était plus mon corps, c'était plus moi. Donc, tu es en train de nous dire, parce qu'on n'a pas encore prononcé le mot de EMI, hein, d'expérience de mort imminente, ton ami pleure en fait parce que tu l'as pas réalisé encore, mais lui, il te voit, il t'est parti, quoi. Non, c'est ça? Alors oui, ce qui s'est passé par la suite, ce qu'on m'a raconté, c'est que on était dans un hôpital de campagne. Il y avait le médecin n'était pas là. Il y avait que des bénévoles. Hein. Il y avait des bénévoles et des personnes locales, mais qui n'étaient pas médecins ni infirmiers ni rien du tout. Donc c'était vraiment les personnes qui soutenaient, qui aidaient en fait les bénévoles. Et ils m'ont mis sur un lit ils ne savaient pas quoi faire de moi. Ils ne savaient pas ce que j'avais. C'était la panique à bord. Mon ami pleurait parce qu'il était sûr que j'étais morte, quoi. Que, voilà. Je ne respirais plus parce que avant d'arriver, j'avais une respiration très forte en fait. Je Mhm. prenais l'air qui venait juste de la gorge. J'avais vraiment plus d'air dans mes poumons et il y avait besoin qu'on me donne de l'air, de l'oxygène. Et à ce moment-là, ce qu'on m'a raconté, c'est que mon ami, il a vite appelé mes deux amies, donc Jessica et Anne, euh, que j'embrasse. Elles sont arrivées, donc Jessica sur son scooter, comme je l'avais vu, et puis Anne avec ses cookies, comme j'avais vu dans mon, à ce moment-là. Euh, donc ils m'ont posé sur ce lit, ils savaient pas trop quoi faire avec moi. Et puis à un moment donné, il y a un bénévole qui est arrivé. Il a fait une incision du côté gauche il m'a mis un drain. Et c'est au moment où il m'a mis le drain que je suis revenue à moi et que j'ai pu reprendre l'air dans mes poumons. Euh, et au moment où je me suis réveillée, j'ai vu qu'ils me tenaient en fait parce qu'ils avaient pas le temps de me faire une injection, enfin comment on dit, en fait ils avaient le temps de rien faire. Il a juste fait une incision et ils m'ont mis le drap. Donc heureusement qu'il était là je le remercie mille fois. C'était la personne vraiment qui m'a, enfin, qui a aidé mon corps à revenir. Euh, En fait, au moment où on m'a posé la question, qu'est-ce que tu n'as pas vécu pour revenir à cette situation-là? En fait, il y a deux histoires en parallèle. Il y a l'histoire de Mélissa, qui est dans son corps. Je suis plus dans mon corps, mais il y a mon corps qui est là et qui est douloureux et qui ne bouge pas et dans un cadre très stressant et avec beaucoup de gens qui pleuraient. Euh, voilà. Et il y avait Mélissa qui était heureuse d'être dans un cadre rempli d'amour avec la famille, avec cette voix qui me parle. Et puis moi, joyeuse, heureuse, me dire super chouette, je viens avec vous. Enfin, il n'y avait pas de question pour moi de rentrer. Euh, et cette question qui me pose, mais alors qu'est-ce que tu n'as pas vécu? Et dans ma tête, il y a juste un mot qui passe, c'est l'amour. Et au moment où je prononce ce mot, amour, euh, je descends. J'arrive à moi et j'ouvre les yeux, en fait. Quelle incroyable expérience. Et on est sûr que, j'imagine, quand on a accédé à un niveau de conscience comme ça, où tu étais hors du temps, où tu avais accès à plusieurs plans, tu reviens complètement différent. On ne cesse chaque jour d'évoluer vers plus de conscience, selon moi, mais c'est ce Mm. que j'appelle des sauts quantiques. Quand c'est comme ça, c'est que tu as accès à telle fréquence que quand tu reviens, d'ailleurs probablement peut-être la chute peut être aussi difficile de revenir un peu comme ça dans le monde euh, moins subtil, plus ancré. Et à partir de là, euh, la suite, ce regard, ce nouveau regard, comment tu l'intègres dans ta vie et qu'est-ce que ça change?
Alors, la vie m'a fait un immense cadeau, une fois de plus, hein. Une fois de plus, c'était un cadeau euh, euh, énormissime. Je me retrouve pleine de gratitude, de, de- 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 d'être heureuse d'avoir pris cette décision de revenir euh, parce qu'avec du recul et toute cette introspection que j'ai pu, j'aime pas le mot travailler, mais oui, c'était dur, hein. J'ai dû travailler là-dessus parce que reconnaître que je me suis pas donné de l'amour, je me suis pas vraiment aimée, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire, s'aimer. Je croyais que je m'aimais, mais je croyais que j'aimais aussi la vie, je croyais que j'aimais les gens, je croyais que j'aimais ma vie. Bah, tout ça, c'était un amour différent de ce que je pouvais vivre par la suite, c'est-à-dire une ouverture du cœur totale et complète. Pour ma part, je me suis retrouvée dans un état où j'aimais tout. J'aimais tout le monde et tout. Donc, je suis restée 20 jours, 25 jours à l'hôpital à Phnom-Penh après cette expérience. Et, euh, et tout était beau finalement. J'étais dans un hôpital standard, hein. C'était pas du tout un hôpital privé magique. Non, je me suis retrouvée avec des locaux, voilà, dans un hôpital tout à fait standard. Et je trouvais tout génial, magnifique. Alors, je te dis pas que je suis retournée en Suisse, à quel point j'ai trouvé nos hôpitaux magnifiques. Donc, j'avais cette gratitude. Je rayonnais, je brillais, je me sentais légère. J'avais des sensations dans mon corps qui vibraient. Je vivais l'amour finalement et j'étais heureuse, heureuse, heureuse. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'état de grâce quand on parle? C'est pour moi un état de grâce, de bliss oui, incroyable. oui, Euh, oui, 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 total. Alors ça, ouf, c'est vrai que je passe d'une personne très rationnelle, stratégique, assez dure hein, avec moi-même, à une personne enfin, éveillée, ouverte au monde, positive, optimiste. Je rayonnais, je me trouvais belle. J'avais, je sais pas, mon visage avait changé, mon regard avait changé, ma posture avait changé. Euh, En fait, c'était pas que intérieur, c'était aussi une expérience extérieure hein, que je voyais sur moi finalement, comme si on m'avait donné nouveaux yeux, un nouveau regard sur moi que j'ai pu aussi offrir bah, aux personnes dont le besoin aussi, et même simplement dans la rue, faire un sourire à quelqu'un avec le cœur, c'est ce que j'aime faire. et maintenant, justement, tu, tu continues ton activité avec ton association, parce que j'imagine que ce lien à Oui, l'autre, et notamment à des populations vulnérables, comme ça, cette relation que tu as développée avec ces femmes, c'est oui, important pour toi, et je vois tes posts et tu continues, et on mettra le lien, bien sûr, de l'association sous la vidéo. Et à côté, tu fais aussi beaucoup d'autres choses, mais ce lien subtil, notamment, là, tu vas bientôt proposer une retraite. Comment tu transmets maintenant comme ça dans ta vie tout ça? Il y a bien sûr les gens autour de toi qui en profitent, hein, tes proches, ta famille, j'imagine. Et oui. aussi les personnes que j'invite, souvent professionnellement, ça a beaucoup changé leur vie aussi. Tout à fait. Oui, oui, ça change de tout au tout. Alors, tout de suite après cette expérience, on est, comme tu dis, dans un bliss, dans un état, j'ai envie de dire, de conscience modifiée, parce que on est dans un autre monde qui nous appartient. Voilà. Donc, quand on arrive, donc en fait, j'ai dû retourner en Suisse pour me soigner et au moment où je me retrouve dans la société occidentale, euh, assez stressante et stressée où je ressentais énormément de malheur, hein, j'ai pas d'autres mots, mais vraiment de beaucoup de tristesse et de malheur, peut-être qui n'était pas
qui n'est pas visible sur les gens, mais qu'on ressent comme une énergie qui nous touche beaucoup. Il a fallu que je me protège. Il a fallu vraiment que je me protège. Donc, je me suis isolée à la campagne. J'ai commencé à faire mon potager, enfin voilà, à adapter ma vie. Donc, moi qui vivais dans les grandes villes, j'aimais beaucoup la ville. J'étais obligée de sortir de la ville. Le bruit me dérangeait. Euh, de ressentir aussi d'être une éponge, c'était difficile. Donc, il a fallu que je sois vraiment dans une belle nature pour me ressourcer au quotidien. Et, à un moment donné, il a fallu aussi travailler parce que voilà, la vie, elle est faite de ça aussi, de s'inventer aussi d'autres compétences, pas de s'inventer, mais de les mettre à mon service. Et puis là, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que j'aimerais offrir au monde? Quelles sont mes nouvelles compétences que j'ai développées. Enfin, et aujourd'hui, j'ai créé voilà, deux sociétés, une qui est dans marketing digital où je propose des créations de sites internet, toute la communication digitale aux associations, aux entrepreneurs, aux petites organisations pour avoir une page ou deux pages ou éventuellement plusieurs pages avec des boutiques en ligne. Voilà tout ce que j'ai mis en place en fait pour l'association IWACEP. Donc j'essaie d'offrir mon expérience. Alors je lis beaucoup, mais pour moi, je fais pas beaucoup de workshops théoriques. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment l'expérience faite que je fais au quotidien. De prendre quelques cours, c'est chouette, mais après, c'est l'expérimenter, expérimenter. Et c'est ce que je propose avec les retraites méditatives silencieuses. Euh, c'est de proposer ces retraites de 2 jours, hein, déjà 2 jours, 4 jours ou 7 jours, en Suisse romande où nous allons nous retrouver dans un cadre de naturel, dans la nature, pour méditer ensemble, pour aussi apprendre à méditer. C'est vraiment pour des débutants aussi. Donc la retraite Vipassana se passe dans les centres de Vipassana qui existent un peu partout dans le monde et aussi en Suisse, en France, en Allemagne, un peu partout. Et il s'agit des méditations de 10 jours. Moi, ce que je propose, c'est vraiment une initiation de 2 à 3 jours de méditation silencieuse euh, et de la méditation de méta, qui est la méditation d'amour bienveillant dont le monde et nous avons vraiment besoin. C'est un très bon point, Mélissa. On arrive vers la fin et quand tu me dis méta bhavana, je pense, Oui. je me dis, tiens, avec les circonstances actuelles, avec l'Ukraine, est-ce que ce ne serait pas justement l'occasion qu'on finisse cet entretien avec quelque chose autour de la méta? Est-ce que ça te... Oui, alors ça me parle énormément. Je ressens vraiment un besoin de partager quelque chose du cœur, cette énergie du cœur que nous avons tous besoin et cet amour qu'on arrive à partager à distance. Euh, et rien que pour soi, commencer par soi, se donner cet amour, se déconnecter aussi un petit peu de ces nouvelles, des journaux, du quotidien, et de prendre juste quelques minutes par jour de s'offrir cette méditation qui peut durer 30 secondes, comme 30 minutes, 1 heure, 3 heures, toute la journée, ou vivre dans le méta. C'est tout à fait possible aussi. Euh, mais oui, je suis très heureuse que tu me proposes de partager cette méditation. Est-ce que on peut faire quelque chose 5 minutes ensemble avant de finir cet entretien? Tu peux animer, conduire une méditation guidée ou c'est quelque chose comme ça que tu as en tête? Alors oui, je partirai sur une petite méditation guidée
qui, se, qui est un petit peu la base aussi de la Vipassana, euh, où ce qui est important, c'est d'être bien, de se recueillir en soi, d'être bien assis et d'être confortable et en sécurité, de fermer les yeux. Je te laisse faire alors. Allez, vas-y. De fermer les yeux, de se sentir dans son corps, d'entendre sa respiration, de la ressentir et de ressentir l'air qui rentre par les narines et l'air qui sort par les narines. Si en ce moment nous avons des pensées qui nous traversent l'esprit, je vous demanderai de vous concentrer sur vos narines, de ramener votre attention sur ce petit triangle qui se trouve juste en dessous des narines et de ressentir cet air qui rentre de notre bouche, de notre gorge, qui remplit nos poumons. Et d'expirer cet air simplement en relâchant le corps, les épaules, les mains, et de sentir notre corps posé sur un coussin, sur une chaise, simplement par terre. Je vous propose de mettre votre main gauche sur votre cœur et votre main droite par-dessus la main gauche. Et de mettre toute votre attention sur vos mains et sur cette partie-là, sur le cœur. Tout en respirant par le nez, en ressentant l'air entrer par les narines et l'air sortir par les narines. Je vous propose maintenant de dédier cette méditation à quelqu'un de votre famille qui vous est proche, qui a envie, qui fait partie de votre quotidien, quelqu'un que vous aimez beaucoup, votre maman peut-être, votre sœur, votre enfant, peut-être votre père, votre cousine. Je vous demande de visualiser cette personne devant vous, de la voir telle qu'elle est maintenant et d'imaginer en dessus de sa tête une lumière claire, une lumière qui éclaire sa tête, son visage. Et ensuite, vous allez envoyer cet amour à cette personne que vous aimez. Vous allez lui envoyer par la pensée
cette belle énergie d'amour que vous ressentez pour elle. Vous allez peut-être voir son visage s'éclairer, son sourire. Et ensuite, vous allez imaginer une deuxième personne de votre famille, de votre entourage, à qui vous allez envoyer votre amour, qui est là, dans votre cœur, dans votre main. Vous allez imaginer cette deuxième personne, qui est une personne vivante, qui existe, à qui vous allez envoyer votre amour. Ensuite, vous allez imaginer un espace où toute votre famille est réunie autour de vous. Et toutes ces personnes vont bénéficier de cet amour que vous leur envoyez. Vous rayonnez maintenant de l'amour. Vous le renvoyez simplement par votre sourire, par votre inspiration et votre expiration. Vous envoyez de l'amour. Et maintenant, vous allez imaginer le lieu où vous habitez. Peut-être votre ville, peut-être votre pays dans lequel vous vivez. Et vous allez vous connecter à toutes ces personnes dans ce pays. Vous allez imaginer que vous avez ce pouvoir-là dans votre main, dans votre cœur, pour leur envoyer cet amour que vous avez en vous qui est là, cette lumière qui est là, que vous partagez avec eux, avec le sourire. Et vous voyez toutes ces personnes qui reçoivent cette lumière d'amour. Ce rayon d'amour maintenant est immense. Il est immense. Il représente tout un pays. Et maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez imaginer un pays en guerre ou un pays qui a besoin de recevoir cet amour et que vous allez leur offrir avec la force, avec cette grandeur d'amour de cœur que vous avez maintenant devant vous. Je vous laisse choisir un pays, un continent ou peut-être toute une planète à qui vous êtes prête ou prêt d'envoyer cette lumière d'amour, ce rayonnement, ce sourire qui est sur votre visage. Vous allez l'offrir à toutes ces personnes qui sont dans le besoin et qui se retrouvent sous cette lumière, enveloppée de chaleur, de bien-être, de paix et d'amour. Et une fois que vous êtes prête ou prêt,
vous pouvez revenir dans cette pièce, ici et maintenant, ressentir le coussin, la chaise sur laquelle vous êtes assis. Commencez à bouger vos pieds, commencez à bouger vos mains, peut-être à les ouvrir. Et de prendre une grande inspiration et d'ouvrir les yeux gentiment. Merci, merci, merci. Merci à toi. C'est toujours agréable de se mettre dans ces états modifiés, surtout quand on nourrit cette énergie du cœur et qu'on peut la transmettre comme ça tout autour de nous. Ça change notre biologie. Et je dis souvent dans mes ateliers, tout ce qui est bon pour notre corps est bon pour notre fréquence et le reste du monde. Parce qu'il n'y a pas d'intérieur, d'extérieur. Il y a effectivement visiblement des séparations, mais il n'y a que l'expression de la vie en tout. Et merci beaucoup, Mélissa, d'être une si belle ambassadrice de cette dimension de l'invisible et de nous transmettre tout ça. Merci, merci infiniment pour ce moment absolument magique. J'ai beaucoup apprécié être là avec toi, avec vous tous. Et mon souhait est vraiment on s'aime et on s'offre cette paix et cet amour qui nous appartient, qui est à nous, qui est là. Pour conclure, puisque c'est au cœur de la vie, le pouvoir de l'invisible, et on voit comment la vie est toujours à l'œuvre, et à tout moment, on est dans notre vérité. Et comme tu disais très justement, à un moment donné, tu disais, mais cet ego, j'en avais besoin, il me protégeait, ça m'a permis de ci et de ça. Parce qu'il y a bien sûr une évolution, mais à tout moment, on est dans notre vérité. C'est trop facile de pointer du doigt en disant, là, j'étais pas ceci, là, j'étais pas ça. Là, on est dans le jugement et on se déconnecte de la grandeur qui est toujours en nous et qui a besoin, à force d'épreuves, d'émerger, de s'exprimer différemment. Et est-ce que tu aurais justement un message aux personnes qui nous écoutent, vraiment de croire en leur grandeur, quelque chose de ce style-là dans le lien au thème de cet entretien? Alors, tu viens de le dire, de croire, la croyance, enfin, d'avoir la foi, quelle qu'elle soit, est très importante. La foi en la vie, la foi en nous, en soi. Enfin, moi, j'inviterais les personnes à expérimenter, voilà, expérimenter plein de choses, de vivre des expériences, de ressentir au fond d'eux ce qui est juste pour eux. C'est chacun qui va trouver sa recette miracle, voilà, son moment bliss sera là à ce moment-là. Donc j'inviterais vraiment les personnes à expérimenter plein de choses. Faites des choses, surtout faites les choses qui vous font peur. Alors j'aime bien dire ça parce que ça, c'est la peur est pour moi la plus grande exploratrice de mon âme. Pourquoi je dis ça? C'est parce que au moment où j'ai peur, c'est là où je ressens que je suis vivante. Et cette peur-là, elle m'amène un apprentissage sur moi. Donc, elle m'amène aussi beaucoup de sensations. Donc, s'il y a des choses qui me font peur, c'est que je suis aussi sur une bonne voie, hein. Maintenant, bien sûr, avec modération, hein, on ne va pas aller dans des choses trop compliquées, de commencer par des choses très simples. Pour moi, c'était les chiens. J'avais peur des chiens. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours peur des chiens. Et un jour, je me suis dit, bon, maintenant, je vais peut-être voir ce qui se passe et aller rencontrer ces chiens qui sont là et qui ont plein de choses à m'apprendre.
Et maintenant, j'adore les chiens. Et c'est mes potes. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut expérimenter simplement en se mettant aussi à notre écoute. Moi, j'essaie de me mettre à mon écoute, ce qui est juste pour moi. Et si un jour je peux pas me lever parce que je sens que c'est mieux pour moi de rester au lit ou de prendre une pause maintenant et pas dans une heure, je le fais. Je me respecte. Ça, j'ai appris aussi beaucoup à respecter mes besoins. Euh, Ça a pris du temps, mais le temps est magnifique aussi. Et heureusement qu'on a du temps et qu'on le prend. Donc voilà, et rien n'est grave, je dirais aussi ça. Relativisons la vie. On a beaucoup de chance de vivre dans un pays magnifique, entouré de nature, de forêts, de gens merveilleux partout. Donc, vivons la vie. Merci, merci beaucoup. Effectivement, expérimentons et par contraste, on se découvre, on se révèle un peu plus à nous-mêmes. Et c'est cette expérience, ce mystère, et de découvrir ce mystère de qui on est et de ce que la vie peut nous proposer, et de pousser un peu les murs comme ça de la peur et d'aller s'expérimenter sous d'autres angles d'attaque, sous d'autres... Ouais, ouais. C'est super excitant en fait. Ça met une espèce d'excitation. Ça amène ce côté. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on peut pas être un peu excité. Et puis, si, si, ça fait vraiment du bien. Et moi, voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec les gens. C'est vivez toutes vos émotions ouvertement et clairement et découvrez qui est là et qui vous êtes. Et c'est magique. C'est beau. Moi, je me découvre tous les jours, hein, faut te dire. J'aime bien. Merci beaucoup, Mélissa. Merci Merci à d'avoir toi. accepté. Merci beaucoup. Si vous avez des questions pour Mélissa, vous pouvez les laisser sous la vidéo, que ce soit sur YouTube. Ce sera aussi donc remis sur ma chaîne YouTube ou là sous la page Facebook. Si vous nous avez pris en cours, revenez en arrière et vous pouvez voir à tout moment ce qui a été dit avant. Je mettrai aussi les liens du site de Mélissa, que ce soit pour son association, que ce soit pour les retraites à venir. Et prenez bien soin de vous à tous et on se retrouve pour un prochain entretien tout bientôt. Je ne sais pas encore dans combien de temps, j'imagine dans un mois plus ou moins. Prenez bien soin de vous. Bonne journée à tous. Bye bye. Bye, merci.